Voici Elena, une jolie fille belle comme la lune, appartenant à une famille un peu excentrique, connue pour aimer les livres plus que les êtres humains. Elena est surnommée par les gens la princesse des livres, et cela après qu'elle ait autrefois appartenu à la noblesse avant que la vie ne l'écrase et qu'elle devienne pauvre. Un jour, elle se promène dans le palais d'un grand roi, émerveillée, un livre dans les mains comme si elle venait de surprendre un voleur sur le point de s'enfuir. Et c'est ainsi qu'elle finit par croiser le prince Chris, l'unique héritier de toute cette richesse. L'atmosphère leur pèse et la rencontre se déroule dans le jardin. Dès qu'elle le regarde, elle est fascinée et sent que son rêve s'ouvre enfin devant elle. Elle croit que le destin lui a offert le prince parfait, grand, blond, aux yeux lumineux, comme sorti d'un conte de fées. Alors, elle multiplie les tentatives pour se rapprocher de lui. Mais voilà qu'il finit par parler, et malheureusement, il révèle rapidement sa véritable intention. Grâce à son ami Otaku, il lui avoue qu'il a besoin d'elle uniquement pour lui lire des livres et lui résumer des histoires. Apparemment, il n'avait pas reçu assez d'affection dans son enfance. Alors, Elena découvre avec déception qu'il ne cherche pas une fiancée, mais seulement une baby-sitter littéraire. Alors Chris lui explique clairement qu'il ne s'intéresse pas aux apparences ni aux grands sentiments. En réalité, il veut d'elle un mariage de convenance. Il lui dit qu'ils vont rester fiancés quelque temps, juste pour calmer sa famille qui ne cesse de le pousser à se marier et à fonder une descendance. Quant à elle, ce serait aussi l'occasion d'échapper à toutes les demandes en mariage incessantes qu'elle reçoit. Sur le coup, Elena est surprise et se met à réfléchir. Elle a peur de renoncer à l'amour et au romantisme pour n'être qu'une épouse factice. Mais quand il lui promet qu'en échange elle aurait accès libre à son bureau pour lire autant qu'elle veut, et qu'il lui ouvrira même les portes de l'archive impériale, ses yeux brillent et son cœur s'emballe. Elle se voit déjà voler d'un livre à l'autre, comme un oiseau. Sans hésiter une seconde, cette fille passionnée accepte le marché, prouvant que pour elle, les livres passent avant tout. Ils se fiancent donc, et la première chose qu'Elena fait, c'est d'entrer avec Chris dans la grande bibliothèque du palais. Elle est émerveillée comme si elle pénétrait au paradis. Ensuite, Chris l'emmène à son bureau et lui dit de le considérer comme sa propre maison, qu'elle peut l'utiliser à sa guise. Elle se sent touchée par sa confiance et pense même que, sous ses airs froids, il a un cœur plus tendre que celui d'un sultan. Mais lorsqu'elle se laisse aller à rêver, elle se rappelle vite qu'elle n'est qu'une fausse fiancée et qu'une relation aussi toxique ne peut durer éternellement. Malgré tout, elle continue son quotidien, à lire, éperdue dans son monde parallèle, et ce pendant 4 ans, sans jamais se lasser. Parce qu'elle reste collée à Chris 24 heures sur 24 dans son bureau, elle finit par tout apprendre des affaires autour de lui et même par intervenir dans les décisions importantes du royaume. Sa culture impressionne le prince à chaque fois. Un jour, alors qu'Elena lisait tranquillement, entre dans la pièce Alex, l'assistant du prince. Il lui demande de livrer certains volumes des archives à un autre prince, Sio. On comprend que ce n'est pas la première fois. Il a pris l'habitude de la traiter comme une simple messagère. Mais comme il est trop gentil et incapable de dire non, elle accepte. Sur le chemin, elle croise Giline, la deuxième assistante du prince, qui la soutient et l'aide. De leur conversation, on comprend qu'il a pour mission de veiller sur sa sécurité. Un jour, après avoir fini sa lecture, Elena accompagne Alex jusqu'aux archives. Dès que le prince Sio la voit, il se fâche un peu contre Alex. Mais Elena le rassure en disant qu'elle s'est habituée et qu'elle a même pris des muscles à force de porter des livres lourds. Cela fait rire Sio. Puis, lorsqu'elle lui annonce enfin que l'ouvrage qu'elle cherchait est arrivé, ses yeux brillent encore, comme toujours, et elle le remercie ravie. Pourtant, malgré la joie qu'elle éprouve pour les livres, elle ne montre guère d'émotion face aux hommes. Elle semble presque insensible, jusqu'à ce que Chris lui fasse un léger compliment en face. Son visage rougit immédiatement. Après qu'elle la raccompagne chez elle, elle reste plantée devant la porte, songeuse, encore troublée par ces quelques mots qui résonnent dans sa tête comme un charme. Le soir, alors que sa servante lui brosse les cheveux, elle ne cesse de la taquiner, étonnée que Chris n'ait pas encore craqué devant sa beauté. « Quel gâchis !» dit-elle, un homme qui ne voit pas une si belle chance sous ses yeux. Peu après, Elena réalise qu'elle a désormais 18 ans et qu'il est temps de songer sérieusement au mariage. Les mots de Chris la hantent et l'empêchent de dormir cette nuit-là. On dirait bien qu'elle est tombée amoureuse, même si elle ne veut pas trop se l'avouer, sauf peut-être devant son ami Otaku imaginaire, qui reste son confident silencieux. Finalement, elle finit par s'endormir, complètement troublée. Le lendemain, en se rendant comme d'habitude au bureau, elle entend un cri. Elle accourt et découvre Irène en train de s'excuser auprès de Sue, car elle venait de renverser du café sur un livre précieux.
Incapable de se taire quand il s'agit de protéger les livres, Helena s'interpose et rappelle à Irène que ce volume est en réalité le sien. Mais à peine Irène s'excuse-t-elle qu'Helena lui pardonne aussitôt. Elle avait même dit que tout pouvait être oublié quand Sio intervient et prend la défense d'Irène. Il minimise l'incident et la laisse partir sans conséquence, ignorant complètement Helena. À partir de ce jour, elle remarque quelque chose d'étrange. Toute l'attention du palais semble peu à peu se tourner vers Irène, tandis qu'elle-même est mise de côté. Comme si, doucement, Irène prenait sa place. Abattue, Helena finit par rentrer chez elle et confie à sa servante sa peine. Depuis que le prince est parti en voyage, tout le monde au palais a changé son attitude avec elle. Elle se promet alors de tout raconter à Chris dès son retour. Le lendemain, à sa grande surprise, le prince en personne vient la voir. Il n'est plus seulement le fiancé arrangé qu'elle connaît, mais presque un vrai chevalier de contes de fées. Il lui offre un livre en cadeau et profite du moment pour glisser quelques compliments qui la font rougir jusqu'aux oreilles. Son cœur retrouve de l'espoir dans cette relation fragile et instable. Reconnaissante et heureuse, elle le remercie sincèrement pour le présent. Elle informe ensuite qu'elle doit s'absenter une semaine afin d'aller s'occuper de sa tante malade. Chris accepte, mais lui demande de revenir rapidement avant de la quitter pour s'occuper de ses affaires urgentes. Helena se rend aux archives et, en passant près d'une fenêtre, elle entend des éclats de rire. Curieuse, elle regarde discrètement à l'intérieur et découvre Chris, occupé soi-disant à ses affaires très importantes, mais en réalité en train de rire et discuter avec Irène. À cet instant, Helena comprend que sa remplaçante est toute trouvée. Irène a pris sa place. Elle se dit qu'il est temps de mettre fin à sa relation et à leur accord. Elle quitte les lieux, le cœur lourd. Elle ne comprend pas pourquoi elle est si triste puisqu'elle savait depuis le début qu'il ne s'agissait que d'un arrangement. Pourtant, au milieu du palais, elle éclate en sanglots, submergée par les souvenirs de ses instants avec Chris. Elle réalise qu'elle s'était concentrée sur les livres au point d'oublier qu'elle rêvait aussi d'un véritable mari. Le choc est cruel. Pire encore, elle se rappelle qu'elle n'aura probablement plus jamais accès aux archives et cette pensée la brise davantage. Déterminée, elle décide d'aller confronter Chris pour savoir s'il veut vraiment rompre avec elle. Mais lorsqu'elle se précipite vers son bureau, ses assistants l'arrêtent, refusant de la laisser entrer. Alors, Helena jette un œil par l'entrebâillement de la porte. Et ce qu'elle voit la foudroie. Là, devant elle, Irène, assise dans son fauteuil, radieuse, lui offrant un cadeau, recevant des compliments, et Chris riant avec elle exactement comme il le faisait avec Helena. C'est le coup de grâce, elle comprend qu'elle n'a jamais été spéciale pour lui, qu'il s'est contenté de répéter le même jeu de séduction avec une autre. Un vrai séducteur invétéré, un don Juan qui la laisse humiliée, brisée. Quelques jours plus tard, elle reçoit une lettre de Chris réclamant simplement qu'elle rende le livre qu'il lui avait prêté. Comme si leur histoire ne se résumait qu'à cet échange matériel. Avant qu'elle ne parte, sa famille lui propose d'y aller à sa place, inquiet pour elle après cette humiliation publique qui a sali son image dans toute la cour. Mais Helena les rassure. Elle affirme qu'elle va très bien, qu'elle se contentera de rendre le livre, et qu'elle ne reverra plus jamais ce malheur. Quand elle revient au palais, son retour ne passe pas inaperçu. Les serviteurs chuchotent partout que le prince va se fiancer avec Irène. Blessée, elle ignore leur bavardage et continue à avancer, le cœur brisé, s'imaginant marcher au rythme d'une chanson mélancolique. Sur son chemin, elle croise Alex, toujours occupé avec ses affaires. Helena tente de l'éviter, mais il l'arrête et lui demande de livrer un lot de livres aux archives. Résignée, elle accepte. Mais 2 marches plus haut, tout bascule. Un cri retentit. Irène, encore elle, vient de tomber dans les escaliers, devant tout le monde. Tout à coup, un inconnu accourt vers Irène après sa chute dans les escaliers. Il tente de la ranimer. En quelques instants, le palais entier se rassemble autour de la scène. Irène reprend connaissance, en larmes, et accuse immédiatement Helena de l'avoir poussée dans le vide. Une accusation perfide, une vraie mise en scène. Helena, sous le choc, croit d'abord à une farce, comme une caméra cachée. Mais Irène continue son manège. Elle se plaint devant Chris, arrivé entre-temps, lui racontant qu'Helena la maltraitait et cherchait à l'évincer depuis son entrée au palais. Helena tombe des nues. Jamais elle n'aurait imaginé de telles calomnies. Chris, enragé, demande à Irène si elle est certaine de ce qu'elle avance. Elle jure qu'elle est la victime. Au moment où elle désigne Helena devant tout le monde, un doute s'installe.
Comment une fille frêle, toujours chargée de lourds volumes, aurait-elle pu pousser quiconque du haut des marches? Les gardes même semblent perplexes. Chris s'approche d'Helena, hésitant. Mais soudain, Irène se précipite, le supplie d'écouter le témoignage d'un certain jeune homme qui aurait vu la scène. Ce dernier s'avance, et contre toute attente, il dément Irène. En réalité, il s'appelle Ferry, un espion infiltré par Chris lui-même, sa mission depuis le début. Surveiller Irène et protéger Helena. Ferry révèle la vérité devant toute l'assemblée. Irène s'est volontairement jetée dans les escaliers pour piéger Helena. Pire, il annonce que l'enquête a confirmé son identité. Irène est la fille d'un traître emprisonné depuis longtemps qui cherchait à se venger de la couronne. Le masque d'Irène tombe. Sous pression, elle éclate en sanglots et avoue « Oui, elle voulait épouser Chris, devenir reine et éliminer Helena de Sarmouth. » Chris ordonne qu'elle soit enfermée auprès de son père, coupable de tentative d'assassinat. Helena, anéantie, comprend alors pourquoi depuis des semaines elle subissait l'indifférence du palais. Ce n'était pas du mépris, mais une façon de la protéger en silence sans qu'elle n'en ait conscience. Irène, dévorée par la rancune, crie une dernière insulte. Selon elle, Helena ne mérite pas d'être reine, simple princesse ennuyeuse et égoïste, plongée jour et nuit dans ses livres. Mais Chris ne la laisse pas ternir davantage sa fiancée. Il prend la parole avec force, défend Helena devant toute la cour et demande aux serviteurs de témoigner. À ce moment, Helena découvre bouleversée la vérité sur elle-même. En 4 ans, grâce à ses lectures et sa connaissance, elle n'avait pas seulement été une amoureuse des livres, elle avait aidé les médecins à soigner des malades, conseillé les cuisiniers et les artisans, redressé les finances du royaume et même participé à éponger les dettes. Tout cela sans même s'en rendre compte, juste par passion du savoir. La cour entière l'acclame. Chris, fière, la présente désormais officiellement comme son épouse future. Leur histoire, commencée comme un simulacre, se transforme sous les yeux de tous en véritable amour. Helena, émue aux larmes, accepte enfin cette destinée. Avec Chris, une nouvelle vie commence, faite de romances et d'aventures qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. En quittant la grande salle, main dans la main avec Chris, elle revient à son bureau où tout avait commencé. La fiancée des livres n'est plus une imposture, elle est devenue impératrice dans le cœur du prince et de tout un royaume. Ses anciens opposants, Sio, Alex et les autres assistants, viennent s'excuser de leur attitude passée et promettent désormais de la soutenir. L'heure des quiproquos est terminée. Une nouvelle page s'ouvre dans le grand livre de la vie d'Helena. Bien sûr, Alex devait encore gâcher le moment. Il les rappelle à l'ordre, leur conseillant de profiter du temps pour travailler. Alors, Jillian, fatiguée de son sérieux incessant, le taquine. Mais enfin, Alex, ce n'est pas que coups et souffrances, un peu de légèreté, non ? Les deux se chamaillent jusqu'à ce que Ferry apparaisse. Il salue Helena et se présente officiellement. Puis, avec son sourire énigmatique, il lui explique qu'elle ne s'habituera pas à le voir partout, car il est en réalité un espion. Brusquement, tout change. Dans son bureau, Chris finit par avouer à Helena un secret lourd de sens. Il l'aime depuis longtemps, bien avant ces 4 années passées ensemble. Il raconte qu'il avait demandé sa main à son père à plusieurs reprises, mais toujours sans succès. Helena, abasourdie, n'y comprend rien. C'est alors que son ami otaku lui rappelle un souvenir oublié, leur véritable première rencontre lorsqu'ils étaient enfants, dans la bibliothèque du palais. Ce jour-là, Chris jouait bruyamment avec des livres et Helena, furieuse, lui avait crié dessus. Elle lui avait donné une leçon magistrale sur le respect dû aux ouvrages et l'importance du savoir. Honteux mais fasciné, Chris s'était excusé. Depuis cette scène, il ne cessa de la chercher du regard chaque jour. Un jour, il lui demanda de lui lire un livre, et à partir de ce moment, son sort fut scellé. Il était tombé sous son charme. Peu à peu, il passa tout son temps avec elle, au point d'envisager sérieusement le mariage. Mais quand il demanda officiellement sa main, son père refusa catégoriquement. Issue d'une famille de savants, trop jeune encore, Helena ne pouvait être donnée en mariage. Chris, pourtant, n'abandonna jamais. Il la suivait discrètement partout, veillait sur elle, apprenant à la connaître en silence. Il avoua à Helena qu'il s'était retenu de lui déclarer son amour trop tôt, car il savait qu'elle l'aurait rejeté d'un geste, peut-être même ridiculisé. Alors, au lieu de risquer de tout perdre, il a choisi d'attendre qu'elle atteigne 18 ans, moment où personne ne pourrait plus s'opposer à leur union. Enfin,
Il conclut en révélant que rapprocher Irene de lui n'était qu'un stratagème pour tester sa loyauté et protéger Helena. Il s'excuse si, par moments, son plan lui a semblé cruel. Pour preuve de sa sincérité, il lui rend un livre précieux et lui promet de ne plus jamais la quitter. Quand elle lui demande pourquoi maintenant, Chris lui explique qu'il lui a préparé une surprise, une sortie au marché de l'Étoile, un événement exceptionnel tenu par des érudits voyageurs qui, tous les 3 ans, traversent le monde pour vendre des livres rares. Helena, émerveillée, retrouve des rêves de petite fille. Ils sortent du palais ensemble. Mais à peine dans le marché, une altercation éclate. Chris intervient pour défendre un jeune garçon accusé de vol. Quand il tente de s'en saisir, l'enfant crie « Papa ». Stupeur générale. Chris et Helena se figent. Avant que les marchands ne se méprennent et croient à un scandale, un homme s'avance et reconnaît Chris comme le prince. Honteux, les marchands les emmènent déjeuner pour s'excuser. Durant la conversation, ils découvrent la vérité. Les enfants volaient des livres pour obtenir de l'argent, non pas par cupidité, mais pour soigner leur mère malade. Helena observe Chris silencieusement, bouleversée. Son cœur tremble encore à l'idée que ce garçon ait pu être son fils caché. Elle a peur que Chris, marié en secret, ait tout oublié d'elle. Mais Chris coupe court au doute. Devant elle, il interroge directement l'enfant qui raconte que sa mère est morte et que pour l'apaiser, elle disait que son père était simplement un voyageur ressemblant à Chris. Soulagement. Néanmoins, Chris veut vérifier toute l'affaire. Il demande à Helena de rester avec les enfants puis part avec Gilline pour enquêter. Pendant ce temps, les 2 petits questionnent Helena, la désignant timidement comme une future maman de cœur. Est-ce qu'il t'aime vraiment ? Helena, gênée, ne sait pas quoi répondre. Elle avoue qu'après tout ce temps, elle n'est toujours pas sûre de ce que signifie vraiment leur lien, si ce n'est un mariage arrangé depuis 4 ans. À ce moment-là, Chris interrompt la conversation et annonce qu'ils vont tous ensemble rendre visite au chef de la troupe de l'Étoile. En chemin, ils attendent dans la rue son arrivée. En observant l'un des enfants, Chris se livre. Il raconte que petit, sa propre mère était tombée gravement malade. Il pensait d'abord qu'elle avait été guérie, mais en vérité elle avait changé, car elle était sous l'emprise d'un sortilège. Pour la sauver, il s'était alors plongé dans de vieux grimoires à la recherche d'une formule de délivrance. Et c'est là qu'il avait rencontré Helena, qui lui avait donné une incantation ainsi qu'un conseil qu'il n'a jamais oublié. Dans ce monde, il n'y a pas que la magie, il y a aussi ce que ton cœur choisit de voir. Leur discussion est interrompue par Helena, jalouse, qui prend l'enfant à part pour lui donner à manger et l'éloigner un peu de Chris. Jalouse, mais tendre. Chris, voyant son manège, essaye de la taquiner. Ils s'amusent devant tout le monde, et leur complicité est si évidente que les passants en rient. Seul Alex, embarrassé, fait mine de ne pas les connaître. Enfin, le chef de la troupe sort de sa tente. Dès qu'il aperçoit Chris, il reconnaît son rang et lui demande avec étonnement depuis quand il a des enfants. Helena, troublée, s'éloigne aussitôt. Chris ordonne aux enfants de rentrer voir leur mère, ce qui permet à Helena de profiter de l'occasion pour partir avec eux, préférant mettre de la distance entre elle et le prince qu'elle soupçonne encore de lui cacher des choses. Dans sa tête, elle doute. Il lui offre tout, il semblerait prêt à lui déposer des roses sous les pieds, mais n'est-ce pas trop beau pour être vrai ? Sur le chemin, Fury la rattrape et lui conseille de parler à Chris au lieu de garder ses pensées pour elle. Il sourit en précisant qu'il s'improvise conseiller conjugal, presque médiateur. Lorsqu'ils avancent tous les deux, ils découvrent un groupe d'enfants cachés dans une ruelle. Ce sont les amis des 2 garçons. Ceux-ci révèlent une vérité glaciale. La bande criminelle a capturé leur mère. Fury part aussitôt prévenir le prince. Mais quand Helena entend que la bande menace aussi de brûler tous les livres qu'ils ont saisis, elle sent le sang bouillir. Sans attendre, elle ordonne aux enfants de la conduire au repère. Tous courent ensemble et grâce à eux, qui empêchent les gardes méfiants de la rattraper, Helena parvient à arriver sur place au dernier moment, juste avant que les criminels ne jettent les manuscrits au feu. Fidèle à elle-même, elle leur fait une leçon passionnée sur l'importance du savoir et le respect des livres. Mais le chef de la bande se moque de ses paroles et la menace de mort si elle parle encore. Helena refuse de céder. Les hommes tirent alors leur lame pour l'exécuter. À cet instant critique, Chris surgit comme un sauveur. Il arrête leurs gestes et ordonne la capture immédiate de la bande. Furieux contre Helena, il l'accuse d'avoir agi de façon téméraire et dangereuse. Pourtant, dès qu'elle baisse la tête et s'excuse, il ne peut que lui pardonner. Le temps est trop précieux pour nourrir des querelles. Ensemble, ils vont voir la mère des enfants. Chris promet solennellement de la faire soigner gratuitement. En retour, le petit garçon raconte la vérité. Ce que l'empereur lui avait confié, son histoire, n'était pas un mensonge. Enfin, Helena recouvre une partie de sa mémoire.
Elle se souvient de son enfance auprès de Chris, du jour où ils s'étaient rencontrés en bibliothèque et de l'incantation qu'il s'était promis de répéter s'ils se revoyaient un jour. Les mots jaillissent de leurs lèvres comme une évidence. Elena se sent enfin soulagée. Après avoir dit au revoir à la mère et aux enfants, le groupe reprend son chemin. Mais dans son cœur, Elena se remet à douter. Elle se trouve terne, banale, indigne d'un prince. Elle se demande encore si elle est vraiment faite pour lui. Avant de partir rejoindre son armée, Chris rassure Elena et lui confie une mission, le représenter au festival de la chasse qui aura lieu les prochains jours. En gage de tendresse, il prend de ses mains un ruban de cheveux, promettant de le garder pour toujours comme un souvenir d'elle. Puis il s'éloigne avec ses soldats, laissant Elena à la fois fière et mélancolique. Le lendemain, Elena se prépare avec soin, enfile sa plus belle tenue et assiste à la cérémonie d'ouverture du festival. Un garde chargé de l'accompagner lui explique la tradition. Les princes et princesses de toutes les familles nobles se réunissent pour célébrer cet événement. À la fin, chaque participant offre une fleur à la personne qu'il respecte le plus. Alors qu'elle s'apprête à entrer, une amie l'accueille chaleureusement, mais l'avertit. Certaines jeunes filles la jalousent, irritées par l'amour évident que Chris lui porte et par son choix officiel. « Reste sur tes gardes », lui dit-elle, avant de s'éclipser. Ensuite, le garde emmène Elena à une fête du thé avec les femmes de la noblesse. Tandis qu'elles bavardent entre elles, Elena garde le silence, intimidée, jusqu'à ce qu'un cri retentisse dehors. On accourt et l'on découvre l'accident de la princesse Sophia tombée de cheval et blessée. Mais contre toute attente, lorsque le prince Asio arrive, il ignore Sophia et, subjugué par la beauté d'Elena, ne la quitte pas des yeux en la saluant. La jalousie de Sophia éclate à cet instant. Son regard envers Elena devient lourd de rancune. Le soir venu, lors du bal, Elena danse par politesse avec plusieurs cavaliers. Incapable de refuser qui que ce soit, elle s'efforce de suivre les conseils de Chris et de maintenir les apparences. Fatiguée, elle sort prendre l'air seule. Mais les rencontres ne cessent pas. Elle est abordée par un noble important, le comte, qui, après s'être présenté, la menace à mots voilés. Il lui rappelle qu'elle s'était interposée dans les affaires politiques l'an passé, empêchant Chris de déclarer la guerre et favorisant la paix. Selon lui, son ingérence avait contrarié ses plans. Il lui conseille, avec une froideur méprisante, de se contenter de ses livres et de rester en retrait des affaires du royaume. Blessée et humiliée, Elena ravale ses larmes. Mais avant qu'elle ne reprenne son souffle, un autre inconnu s'avance. D'abord, elle pense qu'on l'accable encore. Pourtant, il s'agit de l'homme qu'elle avait aperçu plus tôt en train de l'observer de loin. Il se présente, Irvé, un visiteur étranger, venu des terres ennemies et accueilli sous la protection de la famille royale. Avec une voix grave mais respectueuse, il l'encourage à supporter les médisances, ajoutant que ses actes sont loin d'être insignifiants. Elle est, selon lui, la seule capable de maintenir la paix fragile entre les deux nations.